Ohio, everyone. Je n'ai jamais entendu une histoire pareille. Ce que je m'apprête à vous raconter va certainement vous surprendre, vous étonner, voire vous choquer. Donc avant tout, âme sensible s'abstenir, car cette histoire est très effrayante. Cette histoire se déroule en France. Vous seriez étonné d'apprendre jusqu'où la folie peut mener certains. N'hésitez pas à liker la vidéo et à partager votre avis dans la barre des commentaires. Bonjour ou bonsoir, je m'appelle Louis, j'ai 26 ans et ceci est mon histoire. J'avais besoin de me faire un peu d'argent rapidement, ne voulant pas traîner dans des histoires louches, je me tourne vers les petites annonces. Rapidement, une annonce m'interpelle. On me propose 3 000 € pour être gardien de maison pour 3 jours. L'offre est trop alléchante. Je compose le numéro correspondant à l'annonce. Au bout de quelques sonneries, un homme me répond. Je lui parle de l'annonce, mais ce dernier raccroche aussitôt. Je vous cache pas que je l'ai plutôt mal pris. Mais à peine une vingtaine de secondes après, mon téléphone sonne. Je décroche, une femme me questionne au sujet de l'annonce. Je lui avoue être intéressée. Rapidement, elle me propose de venir me chercher car la maison se trouve à l'écart de toute civilisation. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'accepte. Je lui donne l'adresse d'un café pour qu'elle vienne me chercher. Quelques heures plus tard, j'attends devant ce café, mon sac sur le dos. Je ne tiens pas en place. Dans un coin de ma tête, je sais que je ne devrais pas suivre une inconnue comme ça, mais 3 000 €, c'est beaucoup d'argent. Un coup de klaxon me fait lever la tête. J'aperçois une femme élégante me faire signe dans sa grande voiture rouge. Je m'avance vers elle. Une poignée de main plus tard, me voilà assis du côté passager. Les kilomètres ont rapidement défilé. Les immeubles se sont transformés en arbres gigantesques. À vrai dire, il n'y a que ça, des arbres tout autour. À ce stade, je ne connais que son nom, Héloïse. Elle est élégante, habillée chic. Je lui parle de l'annonce, mais cette dernière préfère parler de tout cela une fois arrivée chez elle. Les kilomètres continuent à défiler de plus en plus. Le silence à l'intérieur de la voiture me met mal à l'aise. Je regarde la route et mes yeux sont de plus en plus lourds. Je finis par m'endormir. Le lourd klaxon d'un camion me fait sursauter. J'ouvre les yeux, un peu paniquée. Héloïse me regarde en souriant. Je m'excuse de m'être endormie. Elle m'annonce qu'on est enfin arrivé. Elle tourne le volant, la voiture avance dans un petit chemin qui s'enfonce plus profondément dans la forêt. Une soixantaine de mètres plus loin, on s'arrête devant un grand portail métallique rouge. Héloïse appuie sur une télécommande pour l'ouvrir. J'aperçois un étrange tatouage qu'elle porte à son poignet. La voiture continue de s'enfoncer dans le bois jusqu'à une immense maison au toit rouge. La maison est entourée par la forêt et un champ d'herbe haute. On descend de la voiture pour entrer dans la maison. Elle pose ses affaires et m'offre quelque chose à boire. Je veux seulement un verre d'eau. J'avance d'un pas timide. L'intérieur de la maison est très propre. Les meubles et la décoration semblent valoir pas mal d'argent. Je balaie la pièce du regard et surtout, en voyant un homme assis dans le canapé, je m'excuse et je viens me présenter. Mais il reste là à me fixer sans bouger. Héloïse nous rejoint avec mon verre d'eau. On s'assoit à côté de l'homme qu'elle me présente comme son mari. Il s'appelle Martin. Elle m'explique ensuite qu'il n'y a aucune arnaque. Je serais bien payé 3 000 € pour passer 3 jours dans leur maison. Je dois faire le ménage et m'occuper du jardin. J'apprends qu'ils partiront 3 jours pour participer à un pèlerinage ou quelque chose du genre. Lors de leur dernier voyage, ils ont été cambriolés avec quelqu'un dans la maison. Ils seront plus sereins pendant leur voyage. Je leur promets de prendre soin de leur maison. Soudain, le mari se lève, il me regarde et essaye de parler. Il tombe au sol et commence à convulser. Je veux l'aider mais Héloïse m'arrête. On regarde tous les deux les yeux de son mari convulsés au sol sans rien faire. Il s'arrête au bout d'une trentaine de secondes. Héloïse s'accroupit et lui murmure quelque chose à l'oreille. Je suis complètement bouleversée par la situation. Nous sommes à l'étage, je regarde Héloïse qui couche son mari dans un lit. Je les observe discrètement depuis la porte. Martin tourne la tête en ma direction. Ils me regardent tous les deux. Je m'éloigne dans le couloir. Je ne sais pas quoi en penser. Dans ce long couloir, je suis interloquée par d'étranges peintures accrochées au mur. L'un des tableaux montre des femmes nues. Elles s'arrachent la peau du visage qu'elles offrent à quelque chose qui éclot d'un énorme œuf. Un autre tableau montre une créature, mi-femme, mi-serpent, qui donne le sein à plusieurs bébés démons sous une lune rouge. Plusieurs personnes sont prosternées devant elle. Ces tableaux-là me laissent perplexe. Je sens un courant d'air qui me mène jusqu'à un balcon. Le paysage est égal à une immense mer de verdure. Il n'y a que la forêt, mais vraiment rien d'autre. Je ne sais pas où je suis. Je me suis endormie sur la route. Je n'ai pas vu le chemin qu'a pris Héloïse pour me conduire ici. Soudain, une main sur mon épaule me fait sursauter. C'est elle qui souhaite me montrer ma chambre.
Une porte s'ouvre, une chambre normale, lit double, armoire, commode, table de chevet, veilleuse, salle de bain personnelle. Je vais poser mon sac sur le lit et j'aperçois un nouveau tableau. Oui, encore un. Il montre une femme qui se fait voler par un serpent gigantesque et qui se fait égorger par quelqu'un dissimulé sous une cape rouge. Héloïse voit mon mal-être face au tableau. Elle me dit que toutes les peintures sont liées à d'anciennes croyances. Elle s'assoit sur le lit et m'avoue qu'il voyage dans ce groupe de prière à cause de la disparition soudaine de leur fils Charles. Il est décédé il y a moins d'1 an dans un accident de la route. Son mari, complètement traumatisé par la perte de leur enfant unique, a perdu l'usage de la parole. Ils s'accrochent à ce qu'ils peuvent pour essayer de comprendre et d'accepter la mort de leur fils. Son histoire m'a touchée en plein cœur. Elle me donne une enveloppe avec la moitié de l'argent, l'autre moitié, je l'aurai à leur retour. Ils partiront demain matin. Pour l'heure, elle descend préparer le repas du soir et me demande de prendre mes aises. Le soir venu, on était tous à table. L'ambiance était lourde et malsaine. Quand j'y repense, j'aurais dû voir tous les signaux d'alerte. Nous étions à table, dans le silence le plus complet. Dans mon assiette, il y avait ce morceau de viande à peine cuit qui baignait dans une étrange sauce. Cela ne donnait pas envie, mais je me suis vite aperçue qu'Héloïse me fixait du regard. Je me force à manger. De son côté, elle nourrissait Martin qui ne pouvait pas se nourrir seul. Depuis mon arrivée, il ne fait que me fusiller du regard. Il recrache la nourriture que lui donne sa femme. Cette dernière va jeter l'assiette à la poubelle. Elle revient à table et se sert un verre de vin. Elle me pose un tas de questions. Tu as de la famille? Une petite amie? Petit copain? Tes amis savent que tu es venu ici? Tu fais du sport? Et côté santé, ça va? As-tu des tatouages? Submergée par autant de questions, j'essaye d'y répondre le plus vague possible. Je mens en lui disant que mon colocataire et ma petite amie imaginaire savent que je suis ici. Elle avale son verre de vin cul sec. Elle me regarde dans le blanc des yeux et sourit. Le reste du repas se termine dans le silence pour ne pas changer. La nuit, impossible de fermer l'œil ou de trouver le sommeil. Envahie par des cauchemars à chaque fois que j'essaye de m'endormir. Je viens m'asseoir près de la fenêtre. Je profite de l'air frais pour réfléchir. Est-ce que le deuil peut changer aussi radicalement une personne ? C'est vrai que je ne les connaissais pas avant, mais leur comportement n'est pas normal. Je ne suis pas sûre de vouloir rester, mais impossible de partir. Je ne sais pas où je suis. Perdue dans mes pensées, j'entends le parquet du couloir qui craque sous les pas de quelqu'un. Je m'approche doucement de la porte, j'écoute et entends clairement 2 voix. J'ouvre précautionneusement la porte, j'aperçois Héloïse qui parle avec quelqu'un dans le couloir. Je n'arrivais pas à distinguer l'autre personne. J'essaye d'ouvrir un peu plus la porte, mais celle-ci grince. Héloïse tourne la tête vers moi. Je referme la porte et me mets au lit rapidement. J'entends les bruits de pas qui s'approchent et s'arrêtent devant la porte de ma chambre. Je fais semblant de dormir de peur que quelqu'un entre dans la chambre, mais personne. Je regarde la porte, m'attendant que quelqu'un entre, mais rien. Je descends du lit et viens coller mon oreille contre la porte pour écouter de l'autre côté. J'entends des chuchotements. Je regarde par le trou de la serrure et sursaute en voyant quelqu'un qui me regarde de l'autre côté. Je sursaute et tombe à terre. J'entends courir dans le couloir. Je verrouille la porte, j'enfile mon pull et remets mes chaussures. Je regarde la hauteur qu'il y a depuis la fenêtre. Je pense pouvoir sauter quand on cogne à la porte. J'entends Héloïse qui me parle depuis l'autre côté. Je réussis à verrouiller la porte avant qu'elle essaie d'entrer. Elle cogne nerveusement sur la porte et me demande de la laisser entrer. Je prends mon courage à 2 mains et saute par la fenêtre. J'atterris dans le jardin. Je me fais un peu mal à la jambe en tombant sur la pelouse. Je me relève et regarde à la fenêtre. J'aperçois Héloïse et 2 autres personnes dissimulées sous des capes rouges qui me regardent. Je prends mes jambes à mon cou et cours le plus vite possible. J'arrive à l'avant de la maison, j'entends qu'on essaye d'ouvrir la porte d'entrée. Pris de panique, je cours à travers le champ d'herbe haute. J'entends la porte s'ouvrir derrière moi. Je me déplace silencieusement en espérant qu'ils ne m'ont pas vu. Je les entends parler entre eux, ils parlent dans une langue qui m'est inconnue. Je me déplace à travers le champ grâce à la lumière de la lune. Mais les alentours restent quand même très sombres. Je finis par trébucher et tombe à terre. Je m'entaille l'avant-bras sur une vieille faucille. Je crois entendre les personnes qui s'approchent. Soudain, quelqu'un m'attrape par le bras et me relève. On court à travers les champs. Je ne distingue pas la personne, mais elle m'emmène dans une sorte de cabane. Je ne distingue pas l'intérieur. On se cache dessous quelque chose. La personne me demande de garder le silence. Quelques instants après, des personnes arrivent après nous. Elles parlent encore cette langue étrangère. Des bougies s'allument tout autour. Une faible lumière me permet de voir la personne qui m'a aidée. À ma grande surprise, il s'agit de Martin, le mari malade d'Héloïse. Je suis là, face à face avec Martin.
totalement dans le flou. Ils me demandent de garder le silence. Les personnes en cape rouge arrivent à leur tour. Ils discutent encore dans cette langue étrangère. J'aperçois leurs silhouettes qui sont toutes proches. J'ai la gorge nouée, les larmes aux yeux. J'essaye de contrôler ma respiration. Martin me met la main sur la bouche. Soudain, 2 autres personnes arrivent à leur tour. Je reconnais la voix d'Héloïse. L'autre personne, disons Madame Z, demande aux autres de sortir et d'aller fouiller dans les alentours. Après leur départ, Héloïse éclate en sanglots. Madame Z la console. « Ne te montre pas aussi faible, nous allons le retrouver. J'ai mis tout mon espoir entre tes mains, ne m'abandonne pas maintenant. Reprends-toi, tu es venu à moi et des promesses ont été faites, aucun échec ne sera accepté. Regarde-le, regarde Héloïse, grâce à lui ton souhait le plus fort deviendra réalité. Mais rappelle-toi, des sacrifices doivent être faits, et si nous ne retrouvons pas ce jeune garçon, tu sais ce que tu dois faire. Tu veux que je sacrifie mon époux ? Aujourd'hui, quelqu'un a voulu nous arrêter. Martin a voulu empêcher la venue du jeune homme. Il n'est plus de notre côté, et si tu veux réellement retrouver ton fils, tu le feras. Prends ton poignard, retourne dans la chambre et surveille-le. Nous allons fouiller le moindre recoin de cette forêt et retrouver notre proie. Elles sortent de la cabane. Martin vérifie que la voie est libre. On sort de notre cachette. Je découvre l'intérieur de la cabane. Le sol est vêtu de marbre noir. Des carreaux rouges et or dessinent des symboles au mur. Au plafond, des inscriptions y sont gravées. Des centaines de bougies éclairent l'intérieur. Il n'y a aucune fenêtre. Un temple est installé au fond de la pièce. Il y a 3 grandes statues. L'une d'une femme serpent, une femme chat et un homme bouc. Le temple est garni de fleurs. Des pendentifs y sont accrochés. Des têtes d'animaux morts sont suspendues. Le sang dégouline sur les statues. Il y a aussi ce crâne difforme sur lequel est inscrit le nom de Marcosias. J'ai découvert par la suite qu'il s'agissait d'un puissant démon. Martin m'explique que je dois fuir le plus vite possible. Je le regarde incapable de parler. Il me secoue un peu. « Tu m'entends ? Tu dois fuir, tout de suite. » C'est pas réel tout ça, n'est-ce pas ? Malheureusement pour toi, si. Pourquoi ? Ma femme s'est mise en tête de ressusciter notre fils avec l'aide de cette secte. La douleur lui a fait perdre la tête. En plus, elle se sent coupable. Notre fils est mort dans cet accident et Héloïse était au volant. Vous voulez m'aider maintenant ? Le chagrin que j'ai ressenti en perdant mon unique enfant m'a fait perdre la tête. Mais en voyant toutes les choses horribles qu'ils ont fait à ces personnes innocentes, ma conscience me joue des tours. Héloïse est sous l'influence de Zainab, Madame Z. Mais c'est fini, je ne permettrai plus tout cela. Martin s'appuie contre un gros coffre, il s'excuse et parle à voix basse. Comment fuir ? Ils sont partout. Attends-moi là, je reviens tout de suite. Il sort de la cabane, me laissant seule. Je suis terrifiée. En y repensant, je m'en veux énormément d'avoir été aussi inconscient et naïf. C'est de ma faute si je me retrouve ici. Je recule contre le mur et m'accroupis pour me faire tout petit. Je vois des gouttes d'eau qui coulent du coffre. Dans un coin de ma tête, je sais ce que contient le coffre, mais j'ai besoin de voir pour le croire. Je me relève et viens en face du coffre. Je l'ouvre doucement et aperçois rapidement une main au milieu d'un tas de glace. Je referme le coffre, ne voulant pas en voir plus. Je regarde la faucille que je tenais toujours en main. Je sors de la cabane et avance à travers le champ d'herbe haute. Mon instinct de survie est à son maximum. J'aperçois la maison. Des torches sont allumées sous le porche et tout le long de la route, j'entends Héloïse qui crie dans la maison. Elle a dû découvrir la disparition de Martin. Je reste dans les herbes hautes et avance vers le portail, mais les herbes deviennent de plus en plus petites. Je me retrouve obligée de ramper à terre. J'arrive au grillage qui entoure la propriété. 2 personnes en cape rouge sont positionnées devant le portail. Impossible pour moi de les battre. Je reste allongée au milieu des herbes quand j'entends des cris. Rapidement, les phares d'une voiture apparaissent. Il s'agit de Martin. Il fonce sans s'arrêter et défonce le portail. Les personnes tombent au sol. Ils sont sonnés. Je me relève et m'approche doucement. Je vois la voiture qui attend au bout du chemin. Martin sort la tête de la voiture. « Cours !» J'entends un bruit derrière moi, je me retourne et vois Héloïse, Madame Z et une dizaine de personnes courir vers moi, pointant leurs torches et leurs poignards en ma direction. Je me mets à courir comme jamais. La voiture est juste devant moi et eux-mêmes à 20 mètres derrière. Je n'ai pas envie de mourir ce soir. J'arrive à la voiture et m'empresse de monter à l'intérieur et de verrouiller ma portière. Martin accélère aussitôt et roule en direction de la route. J'entends Héloïse qui hurle tout en maudissant Martin. La voiture sort de la forêt et arrive enfin sur la route. Assis au fond de mon siège, je suis envahie par mes émotions et finis par lâcher la pression. Martin me retire la faucille des mains et la jette par la vitre. Martin s'excuse au nom de sa femme. Je le regarde, lui demande de m'emmener à la police.
Soudain, sans que j'aie le temps de réagir, il me fait une injection dans le cou. Ne t'inquiète pas, c'est seulement un tranquillisant. Zainab l'utilisait pour me contrôler, c'est pour ça que j'étais dans cet état à ton arrivée. Mais ne t'inquiète pas, tu vas juste t'endormir. Qu'est-ce que vous allez me faire ? Rien, mais je ne peux pas te conduire à la police. Oublie tout ce qui s'est passé, oublie tout ce que tu as vu. Le reste de notre conversation reste flou puisque je me suis évanouie peu de temps après. À mon réveil, j'étais sur un banc. J'étais en face du café où j'avais demandé à Héloïse de venir me chercher. Bien évidemment, aucune trace de Martin.